Yo, je vous retrouve dans une ambiance tamisée, presque 23h, avec pas du tout la vidéo annoncée dans la dernière et avec genre un mois de retard sur ce que j'avais prévu. Et mon excuse est pour une fois physique, matérielle. Mon excuse est matérielle. J'ai donc vlogué comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, toute ma première semaine de vacances avec tout ce que j'ai fait pendant ce temps. Et j'ai commencé le montage, j'avais presque fini, la vidéo durait très longtemps, 45 minutes, mais moi c'est les vidéos que j'aime regarder, c'est les vidéos que j'aime faire et que j'aime monter, donc ça m'allait très bien. Et j'ai fait tomber mon disque dur par terre, donc c'est vraiment le truc de voilà, ton disque dur où il y a toute ta vie dedans, pouf, ton ordi ne le reconnaît plus. Et tous mes rushs concernant ma première semaine de vacances, qui était donc la source de mon montage, sont dedans. Donc je n'ai jamais pu finir ce montage et j'ai été un peu dégoûtée de ça, mais surtout d'avoir perdu... j'ai des photos dedans depuis 2009, pardon, un peu rien à voir. Donc ça va parce que j'ai de 2009 à février 2021 une sauvegarde sur un disque dur, un autre. Mais donc à partir de février 2021 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mes photos. Je vais pouvoir en récupérer certaines que j'avais laissées sur Lightroom, qui est mon logiciel de retouche photo. J'en ai que j'ai envoyé à des amis, j'en ai que j'ai sur Insta. Donc je vais pouvoir retrouver quelques photos de cette à peu près 1 an et demi au niveau de la période que je n'ai plus entièrement, mais c'est une réparation qui demanderait beaucoup d'argent, que je ne sais pas si j'ai envie de les mettre dedans. Voilà, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de culpabilité d'avoir en 1 seconde 30 détruit 1 an et demi de vie plus 50 balles de disque dur, mais ça encore c'est que dalle. Sinon j'ai un nouvel objectif, je sais pas du tout si ça se voit, si je me mets en focus automatique, en autofocus. Mon objectif fait beaucoup trop de bruit pour faire ça, donc je me suis mise en focus manuel, donc j'espère que je suis nette, sinon vous aurez une vidéo absolument floue. Cette vidéo sera filmée en plusieurs parties parce que je sais pas si j'aurai la force et l'envie de tout filmer ce soir, mais là j'ai regardé un peu mes notes sur ce que j'ai envie de filmer aujourd'hui, donc qui est le thème de la vidéo, qui est mon point de culture de mon mois de juin, tout ce que j'ai pu écouter, voir, lire, et voilà, histoire de pas avoir dit que je revenais dans le vent et que c'est quelque chose que j'avais envie de faire de toute façon. Donc je vais commencer ce petit point culture par ce que j'ai le moins consommé, et vraiment à ma grande déception en vrai, c'est les films. Et encore il y en a un dedans qui n'est même pas, il y en a même 2 en fait sur les 3 qui sont même pas des films que j'ai vus en juin, en fait, que ce sont des films que j'ai vus tout début juillet. Je les mets dedans parce que je ferai sûrement un autre point culture en septembre de ce que j'aurais fait en juillet août, mais là comme je les ai vus au moment où je filme, autant les inclure. Mais je suis pas allée au cinéma, j'ai pas réussi à y aller toute seule, mais pas par peur ou quoi, juste parce que j'ai pas pris le temps d'y aller alors que j'avais envie. Mais c'est comme ça, c'est aussi parce que ça coûte en vrai assez cher. Mais du coup, comme film, celui que j'ai réellement vu en juin, et encore vraiment c'est une arnaque parce que je l'ai vu plein de fois dans ma vie, c'est un film que j'ai vu en plein air avec... Bah alors ? C'est un film que j'ai vu en plein air avec mes 2 meilleures amies, c'était la soirée d'ouverture de l'Institut Lumière, enfin de l'été avec l'Institut Lumière quoi, je mettrai le nom exact de ce moment-là de l'année. Et donc pour la soirée d'ouverture, ils ont projeté sur la place à Mon Plaisir Lumière, il y a un espèce d'écran blanc qui est peint exprès en blanc et qui est incurvé et qui fait du coup comme un écran plat géant incurvé. C'est assez bizarre parce que c'est pas non plus... du coup ça déforme quand même un peu l'image, sauf si vraiment t'es pile au centre, en face et pas trop loin. Donc c'est un peu des conditions vraiment très précises pour vraiment bien voir l'image comme elle est censée être dans un cinéma, enfin dans une salle de cinéma lambda. Mais ça fait quand même une expérience assez sympa. Et donc on a vu La Cité de la Peur, je sais même pas si je l'ai dit, mais voilà, c'était une projection de La Cité de la Peur. Moi c'était la énième fois que je le voyais et c'était toujours très sympa. Moi l'humour absurde comme ça, c'est un humour qui me fait beaucoup rire et qui me fait encore rire même quand je l'ai vu 15 fois, et puis aussi parce que l'une de mes 2 potes ne l'avait jamais vu. Je trouve que c'est un film qui est rigolo à voir avec des gens qui ne l'ont jamais vu, et que c'est un film qui a tellement de petits trucs de détails assez rigolos. Les blagues et les jeux de mots ne s'arrêtent pas, ça s'enchaîne tout le temps, et du coup t'en remarques au fur et à mesure des revisionnages en fait. Donc voilà, j'ai passé une bonne soirée et c'était assez sympa. Ensuite, le deuxième film que j'ai vu, c'est vraiment une arnaque cette catégorie, je l'ai même pas fini, je pense que je suis aux 3/4, c'est les Blues Brothers. J'avais jamais vu ce film qui est pourtant culte, mais j'avais jamais eu l'occasion de le voir, et là j'ai eu l'occasion parce que c'était la soirée de voisins de la copropriété des gens de qui je gardais les gosses. Par un malheureux hasard,
les parents avaient un truc ce soir-là, donc c'est moi qui me suis occupée d'amener les gosses à cette soirée. Alors c'est pas tout à fait un film pour enfants, sachant que il y avait quand même beaucoup d'enfants, mais avec les musiques et tout, ça passait quand même. Et en fait après il était beaucoup trop tard, il fallait que je les rentre quoi, sinon ça allait être vraiment l'apocalypse au niveau du sommeil. Et du coup on n'a même pas terminé le film. Les 3/4 que j'ai vu, j'ai vraiment beaucoup aimé et l'ambiance était hyper sympa et l'intrigue et les acteurs et tout. Je pourrais absolument pas dire quelque chose de constructif parce que j'étais juste sur le moment en train de checker que les gosses étaient en vie et en même temps d'essayer de comprendre un peu le film. Et en vrai c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'ai hâte de le finir. Et ensuite le dernier film que j'ai vu, et donc l'arnaque de celui-là c'est que je l'ai vu en juillet, Decision to Live. C'est un polar coréen, si je ne me trompe pas. C'était assez space. Je suis allée le voir avec ma mère, il durait 2h15 je crois, assez long, et c'est super bien passé. Il y a eu quelques moments où je me suis dit, là on en est où? Mais c'était pas en mode je m'ennuie, c'était juste en mode je sens que ça fait quelque temps qu'on est dans le film, mais ça me va de rester encore. C'était pas du tout négatif, mais quand même je l'ai remarqué que c'était long. Parce que ma mère m'avait dit tu verras ça passe super vite et tout. Non, pas pour moi, du coup pas dans ce film là. Voilà, ça c'était pour le point longueur. Pour le point polar, c'était hyper cool. Je sais pas décrire, c'est terrible, mais donc c'est le nom du caractère que j'écris là parce que je vais forcément écorcher le nom. Détective chevronné enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt il commence à soupçonner Sor, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Ça c'est vraiment le speech du début. C'est ce qui se passe, on a un meurtre et forcément des suspects et le détective qui en pense pour la femme du défunt qui n'en a pas l'air d'en avoir quelque chose trop à foutre que son mari soit mort, mais peut-être un peu libéré, et du coup c'est là qu'on se met à la suspecter. Et c'est pas... comment dire... J'ai pas non plus envie de spoiler parce qu'en vrai peut-être que vous aurez envie d'aller le voir, après je sais pas s'il sera encore au cinéma. On sait que c'est elle, on sait que c'est elle depuis le début, ça se sent, ça se voit, c'est logique et tout, et tu t'attends à qu'il y ait un retournement de situation, un gros événement, un truc que tu t'y attendais pas du tout, qui fasse qu'en fait c'est pas elle. Mais non, au final c'est vraiment bien elle. Mais du coup, tu comprends assez vite que ça va être effectivement bien elle. Que le retournement de situation qu'on attend, en fait ça sert à rien qu'on l'attende parce qu'il n'arrivera pas. Et du coup, comment on va faire pour justifier tout ça? Pour justifier qu'on a attendu que ce soit quelqu'un d'autre, mais en fait qu'on se rende compte que ça va être effectivement elle. Et tout ce cheminement-là, au niveau du spectateur. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu et je trouve qu'il correspond tout à fait au fil rouge du film. Mais donc suite à ce meurtre, il y en a un deuxième et c'est avec ce deuxième meurtre que tout un peu se confirme par rapport à ce dont je viens juste de parler. Mais du coup c'est un peu là que tout devient mindfuck. Genre on sort de la salle avec ma mère et on se dit mais en fait du coup ok c'est elle mais pourquoi, enfin comment, mais et les autres, et enfin c'est voilà, il y a plein de questions quand on sort. Je pense que si on le revoit une deuxième fois, on capte un peu mieux. C'est aussi le fait que ce soit qu'on l'ait vu en VO sous-titré français, donc forcément que c'est déjà un peu plus compliqué de comprendre les dynamiques, surtout quand c'est des dialogues qui ne disent pas tout. Les dialogues sont simples, efficaces, vachement bien mis en scène. Quand on raconte des souvenirs, on vit le souvenir en même temps que la personne raconte. Elle est toujours là dans le cadre, mais c'est comme si là je vous racontais que tout à l'heure je suis rentrée dans ma chambre et que là en même temps que vous me voyez là, vous me voyez aussi rentrer dans ma chambre. C'est assez déstabilisant mais ça rend le truc hyper vivant et ça fonctionne super bien. Et ça te rentre complètement dans l'histoire en ne comprenant pas un pet de coréen. Quand je suis happée par un film, souvent les sous-titres je les lis plus, surtout quand c'est en anglais. Là quand c'est en coréen je suis obligée de les lire et du coup c'était assez compliqué de mixer les deux, de continuer à lire les sous-titres tout en étant vraiment happée par le film. Mais c'était une expérience et c'était mindfuck à la fin surtout. Et c'était un bon polar. Et quand même un côté, évidemment maintenant je suis dérangée hyper facilement par les dynamiques hommes-femmes et les dynamiques hétéros, etc. Et du coup forcément j'ai eu un peu de mal avec la vision du mec sur les femmes, mais c'est... Au final c'est le vrai amour et trucs mûches et trucs dont je sais pas trop quoi penser par rapport à ça d'un point de vue féministe. J'ai pas du tout regardé le film avec ce prisme là quand j'y suis allée, c'était juste pour voir un film, un polar avec ma mère de base, donc voilà. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de le regarder de ce point de vue. Il faudrait peut-être que je m'y mette un peu plus pour pouvoir d'ailleurs peut-être raconter de ce point de vue là un peu plus les choses, enfin les films et faire des points de culture avec un peu plus
ce prisme-là, ça pourrait être intéressant. Mais c'est ce que fait un podcast que j'adore, dont je vais vous parler plus tard. Mais voilà, pour finir ce film, je vous le conseille, mais peut-être pas payer une place à 10 balles pour aller le voir. Et voilà, donc ça c'était pour ma partie film. Du coup, comme prévu, je continue la vidéo à un autre moment. Après les films, je vais donc vous parler des séries que j'ai pu regarder pendant ce mois de juin. J'en ai regardé assez peu, j'en ai regardé, commencé et fini une seule, qui était une mini-série. Et le reste, c'est des séries en cours, et j'ai fait une petite liste des séries que j'aimerais continuer aussi. Je pense que je vais faire ça aussi pour les livres, pour vous parler du coup de ce qu'il y aura sûrement dans le point culture de l'été, où j'aurai sûrement vu, lu, écouté ce que je vais prévoir là maintenant, peut-être pas d'ailleurs, on verra. Mais donc pour les séries, celle que j'ai commencée et finie, ça s'appelle Les 7 vies de Léa, c'est sur Netflix. Et donc comme avant, je ne sais pas trop décrire, donc je vais juste vous lire le résumé. Donc Léa déteste sa vie. Elle va en vivre 7. Quand elle tombe sur le corps d'Ismaël, un adolescent disparu 30 ans plus tôt, Léa retourne en 1991 et se réveille chaque matin dans le corps d'une personne différente. Pourra-t-elle le sauver? Et du coup, c'est donc une mini-série, je pense, en 7 épisodes, où Léa va vivre 7 vies différentes, une par épisode. Et donc voilà, tous les matins, elle se réveille dans le corps d'une autre personne en 1991, un matin sur deux à peu près. Le matin d'ensuite, elle se retrouve de nouveau dans sa vie. C'est pas comme si elle vivait une journée en 1991 et du coup, elle arrive et elle a raté une journée de sa vie où elle a fait des trucs et elle s'en souvient pas, où elle est restée au lit par exemple, pourquoi pas du tout. C'est vraiment comme si elle les vivait la nuit, les journées en 91, parce qu'il n'y a pas de jour zappé, c'est pas du tout un style de Your Name, ou voilà, c'est pas du tout ça. Et son but à elle, c'est de comprendre comment Ismaël, déjà qui c'est, mais on sait que c'est Ismaël assez rapidement, mais c'est vrai que ça spoil déjà, je trouve, mais bon bref. C'est donc de savoir qui c'est et pourquoi, comment il s'est retrouvé là, mort, dans une vallée. C'est une série française d'ailleurs, c'est aussi les jolis décors de la France et c'est trop bien. C'est une série que j'ai adorée, je suis restée happée vraiment par l'histoire, et c'est pourtant des sujets qui peuvent me trigger pas mal, et pourtant c'était assez modéré pour que je puisse regarder la série. Il n'y a pas de trigger particulier, c'est vraiment juste personnel. Il y a un peu de drogue, sexe, voilà, mais c'est pas à l'extrême. Et puis Netflix prévient juste avant des triggers les plus courants, donc allez vous renseigner si c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Évidemment, comme dans presque toutes les nouvelles séries produites par Netflix, on aborde des sujets LGBTQIA+. Et vu que c'est pas encore assez normalisé, c'est à pointer du doigt, dans le bon sens du terme. Donc voilà pour les 7 vies de Léa. Évidemment, j'ai continué Stranger Things et j'ai eu beaucoup de mal au niveau de mes triggers personnels. Pour le premier épisode, je l'ai même presque pas regardé en entier. J'ai attendu plusieurs semaines avant de vraiment m'y remettre, et là je m'y suis mise hier surtout. J'ai regardé 2 autres épisodes, donc là il faut que je regarde le 4e épisode. Et évidemment, je suis mitigée, je suis un peu en mode une de saison c'était cool, il y avait peut-être pas besoin d'en faire plus, mais ça a tellement bien marché qu'évidemment ils en font plus. Donc je vais attendre d'avoir fini la série pour la saison pour avoir un avis un peu plus constructif peut-être. Vous verrez sûrement ça du coup dans le prochain point culture. Dans les autres séries que j'ai commencé / que je vais mettre sûrement longtemps à continuer, si j'ai recommencé, je l'ai jamais vraiment regardé finalement dans l'ordre, Les Souvenirs de Gravity Falls, qui est un truc qui est passé sur Disney Channel je crois quand j'étais petite et que j'aimais énormément, et je n'ai jamais tenté de la regarder dans l'ordre ou quoi que ce soit, de la retrouver ou voilà. Et j'ai, grâce à une personne de ma famille, un compte Disney+. Du coup, j'ai recommencé et c'est ce que j'écoute. Enfin, c'est ce que j'ai en fond tout le temps. Je la regarde en français parce que je trouve que la VF est vraiment cool. Et puis c'est vraiment Madeleine de Proust, basiquement les voix françaises. Donc pour le moment, je la regarde en français. Et j'avais essayé de regarder le premier épisode en anglais. Et en fait, vu que je fais autre chose en même temps, c'était un peu compliqué de vraiment autant suivre, alors que vu que c'est en français, je peux vraiment faire quelque chose, même peut-être de cérébral à côté, je vais pouvoir suivre. Du coup, ça me fait trop plaisir de redécouvrir cette série, et enfin ce dessin animé, c'est plus un dessin animé, mais il y a un vrai fil rouge, il y a des vraies enquêtes sur plusieurs épisodes, etc. Enfin bref, c'est vraiment hyper cool à suivre. Et par exemple, voilà, quand je me suis maquillée, je vais regarder ça, quand je vais manger, je vais regarder ça, enfin voilà. C'est mon petit truc du quotidien. Ensuite, dans les séries que j'aimerais regarder dans l'été, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison de Space Force, une nouvelle saison de Final Space
une nouvelle saison du coup d'Umbrella Academy, mais ça il y a quelques mois, mais que je n'ai absolument pas commencé, enfin recommencé, enfin je veux dire continuer. J'ai pas regardé la nouvelle saison quoi, donc j'aimerais bien la regarder. J'aimerais continuer Naruto, mais je regarde avec mon copain, donc j'attends qu'il soit là et on va sûrement continuer de dévorer les épisodes. J'ai vite fait commencer, j'ai même pas fini le premier épisode, mais ça m'a vachement intéressée. Mais c'est assez prenant mentalement, surtout que je la regarde en VO, et du coup j'arrive pas à m'y mettre. Genre faudrait vraiment que ce soit mon épisode du soir où je fais que ça. C'est Inventing Anna. Peut-être que j'aurai la force de continuer cette série. Et voilà, pour tout ce qui est série, maintenant on va passer encore à un truc de visuel, on va parler de YouTube. Donc c'est assez long comme histoire à raconter, etc. Et je clignote de la batterie. On dirait que c'est moi. Mon appareil clignote, donc je vais mettre à charger ma batterie. Je vais aller manger et je reviendrai pour vous parler de tout ça de vive voix parce que j'ai quelques trucs à dire. Je pense qu'il y en a qui ont déjà compris de quoi je vais parler. Je vais pas en parler beaucoup, mais je pense que c'est important. Et puis parce que ça a quand même vachement touché mon histoire à YouTube et mon histoire, enfin mon quotidien avec YouTube. Et je vais mettre dans YouTube, je vais mettre Twitch aussi. Bref, à dans 2 secondes pour vous. Alors, par rapport à YouTube, le premier truc que j'aimerais dire, c'est que j'ai regardé la dernière vidéo de Didi Chamboudouy où il shout out un petit peu 10 streamers, streameuses, youtubeuses qui font surtout du jeu vidéo, Et c'est pas vraiment trop ce que je regarde. Moi je regarde au pire des streamers, mais pas vraiment des vidéos sur YouTube, sauf du coup depuis cette vidéo où je me suis abonnée à quelques personnes dont ils parlent. La personne dont j'ai regardé la vidéo sur Zelda qui dure assez longtemps, je crois 40 minutes je pense, mais qui est vraiment trop cool, et c'est de Attrape la boule de feu, quelque chose comme ça. Et j'ai adoré sa vidéo, j'ai adoré les anecdotes, j'ai adoré le storytelling, j'ai adoré les petits moments plus naturels dans sa façon de raconter, et c'était un super moment. Et c'est un mec, je sais même pas s'il continue de sortir des vidéos ou pas, mais voilà, s'il continue c'est sûr que je suivrai ce qu'il fait. Et ensuite j'ai découvert un petit peu aussi Jules Gann, mais je crois qu'il en parle pas et que c'était plus moi à la suite de mon algorithme YouTube. En gros je suis tombée sur Jules Gann juste après, et c'est un mec, bon c'est pas, je sais pas comment expliquer, c'est pas trop mon délire, genre les sujets dont il parle, les blagues qu'il fait, je sais même pas s'il a forcément des casseroles ou pas, j'en sais rien, je le connais pas en fait, mais je me suis abonnée sur Twitch et j'ai regardé quelques rediffusions sur YouTube et j'ai passé un bon moment. C'est des streams que je peux mettre en fond, surtout quand il joue à Zelda, j'adore. Et c'est qu'il a fait un Any% ou pas, ou c'était c'était un 100% je me souviens plus. Il a fait un speedrun sur Zelda, comme il en fait plein, avec une thématique, et j'ai regardé la vidéo au complet et j'ai trop kiffé. Je crois que c'était le speedrun 100% que j'ai vu, parce que j'ai trop kiffé, parce qu'il devait faire absolument toutes les quêtes. C'était genre les 999, c'était rigolo, même si évidemment vu que c'était une rediff on voit pas les 999, mais ça aurait été un stream que j'aurais adoré suivre en live en fait, et pas juste en rediff YouTube. Donc voilà, je me dis que si un jour il refait des trucs comme ça, je suis contente de m'être abonnée. Et voilà, et après je regardais absolument jamais de live Antoine Daniel ou Angle Droit, et enfin ce petit groupe là. J'en ai fait un sur Fall Guys, je crois que c'est un jeu que je connais pas, et sur lequel je n'avais jamais regardé de live ou de vidéo YouTube, et du coup c'était sympa de découvrir. Et je sais pas, j'ai eu un effet assez bizarre avec Antoine Daniel, je sais pas, c'était un feeling bizarre. Je verrai si je l'ai toujours dans les futurs streams que je vais peut-être regarder. Je sais pas, je trouvais qu'il était assez, genre qu'il titillait un peu trop à mon goût Angle Droit, mais que ça avait l'air d'être normal en fait, et c'est pour ça que ça m'a fait bizarre. C'est qu'elle avait l'air d'être habituée et saoulée, mais dans un sens où c'est pas grave, mais en fait c'est que les meufs, souvent on est saoulées assez vite des blagues que les mecs qui font, et c'est juste qu'on le dit pas et qu'on subit, sans même des fois se rendre compte qu'on subit. Enfin genre c'est un truc qui est complètement inconscient et hyper ancré dans notre quotidien, donc vous voyez pas du tout de quoi je peux parler, parce que c'est vraiment ultra méga inconscient. Ça m'a vraiment fait cet effet en mode ha 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 ha, et qu'elle rigole et tout, alors qu'en fait c'est un peu chiant. Je sais pas, c'est peut-être purement un feeling et que c'est pas du tout véritable, enfin voilà. Et du coup j'ai subi, on va utiliser ce mot là même s'il est bien minime par rapport à ce que toutes les victimes vivent évidemment, tout ce qui s'est passé autour de Léo Grasset, Dirty Biology donc. Si vous avez pas suivi, je mettrai des liens en description sur l'article de Mediapart si je le trouve, la vidéo de Linguistic AI de Monté dont je vais parler, son stream aussi dont je vais parler, bref. Donc c'est une nouvelle, un matin que je me réveille et je tombe là-dessus comme presque toute la
youtubosphère plutôt vulgaire scientifique, du coup on tombe tous et toutes des nus et encore pas vraiment, voilà, il y avait beaucoup de choses qui se savaient, qui étaient non dites, etc. D'ailleurs les gens qui sont là en mode ah mais toi tu savais, pourquoi t'as rien dit, les gars c'est genre ils protègent, enfin on parle surtout des mecs qui étaient témoins, que ce soit oculaire ou auditif, de ce qui s'est passé. C'est normal de ne rien dire, genre c'est protéger la victime, si la victime elle avait pas envie que ça se sache, c'est tout à fait normal, et puis ça se fait pas comme ça parce que les procès en diffamation en France c'est genre la nouvelle mode, et ça se fait, non tu fais pas ça même quand t'es, même si ça aurait pu protéger des futures victimes, dans la balance tu ne peux pas moralement, quand t'es quelqu'un de bien, en tant que témoin, tout déballer comme ça, c'est pas possible. Ou alors il aurait fallu que ce soit quelque chose d'un accord commun de toutes les personnes concernées, et c'était pas possible déjà de savoir que les personnes qu'il y avait beaucoup de personnes concernées, etc. Enfin bref, c'est juste hyper inconscient de dire aux youtubeurs et streamers qui étaient au courant de ces choses-là, de dire vous auriez dû en parler. Genre c'est vraiment ne pas se rendre compte des enjeux. Bref, c'était une petite aparté. Et donc je vois cette nouvelle que Léo Grasset est accusé par 8 femmes de crimes, mais aussi donc d'agression sexuelle et psychologique, et aussi c'est pas du tout juste, mais et d'avoir des comportements jugés problématiques et dangereux psychologiquement au niveau du travail, des sphères amicales et intimes. Bref, voilà, moi personnellement je tombe des nues, je ne m'y attendais pas, même si un bout de moi était en mode oui, donc un mec cis, blanc, hétéro, jugé comme étant le dieu du YouTube scientifique, de la vulgaire scientifique, en biologie surtout encore plus quoi, déjà de la vulgaire scientifique mais en plus au niveau biologie, qui parle de sujets féministes, qui se montre en tout cas allié de toutes ces causes là, qui en parle vraiment énormément, qui même dans sa dernière vidéo en date juste avant fait une sponsor avec une marque de sextoy, est quand même un sujet plutôt utilisé dans la libération de la parole, de la sexualité, des personnes qui ont un vagin et une vulve, etc. Bref, tout ça, il avait le package pour être le mec avec un ascendant psychologique, mais aussi monétaire, mais aussi physique. Bref, d'un côté je tombais des nues, et d'un autre j'étais un peu en mode, en soi il coche presque toutes les cases, donc il n'y a pas besoin de cocher les cases pour être un connard, tu peux être un connard de toute façon, mais je veux dire, tout ça, je dis tout ça surtout pour montrer que je tombais des nues, mais pas tant que ça. Voilà, donc j'apprends ça, Internet apprend ça. Donc avec mes copines, ma famille, ma cousine, on en parle beaucoup. Avec mon copain aussi, on s'appelle et on est juste, on lâche nos larmes quoi. On se sent, moi en tout cas je me suis sentie trahie. Je vais pas parler au nom de tous les gens que j'ai eu au téléphone, mais on s'est pas mal senti trahie. On s'est senti, je veux dire je du coup, mais moi j'avais une réelle, comme dirait Cyrus North, relation parasociale avec Léo, qui m'accompagnait au quotidien avec ses stories Instagram, ses mèmes, ses vidéos YouTube quand elles sortaient, ses streams sur Twitch, et juste par exemple je venais d'acheter son livre et j'allais le lire. Je pense que je le lirai quand même parce que de toute façon il est chez moi, il est acheté, j'ai déjà dépensé mon argent, je lui ai déjà donné mon argent, mais et que je le lise ou pas, ça ne changera rien à sa vie et à celle des victimes, ça en changera à la mienne d'être plus ou moins dégoûtée, et en plus du coup je le lirai avec ces idées là en tête. Évidemment que je serai beaucoup plus détachée de tout ça, mais donc j'étais j'étais vraiment dans le cliché de la fangirl sur Léo, comme plein de gens autour de moi, et comme presque les abonnés meufs de Léo, enfin bref, il avait un ascendant même au niveau des relations parasociales, c'était terrible quoi. Et ça se voyait énormément sur son Twitch, et ça se voyait énormément quand on entend parler de lui, c'est genre c'est le mec plaît à toutes les meufs, et enfin bref. C'était vraiment, c'est en ça que je tombais pas des nues en soi, enfin bref. Mais du coup au niveau mental ça me fait beaucoup de mal, et en plus je me disais que c'était rien comparé à ce que ont vécu, vivent et vivront les victimes, les 8 femmes, et peut-être même plus de personnes qui n'ont pas parlé. Bref, et du coup j'ai passé beaucoup de temps me renseigner là-dessus, sur Mediapart, sur des lives, etc. Et je suis tombée parce que je suis abonnée au Twitch et à la chaîne principale et secondaire de Monté, donc Linguisticae, Monté de Linguisticae, je sais même plus tout à fait comment s'appelle sa chaîne YouTube. Et donc je suis tombée sur sa rediff de live où pendant 1 heure il explique ce que lui a apporté à l'affaire. Donc ça fait 1 an et demi que Mediapart était en train d'écrire et d'enquêter sur toutes ces affaires et de récolter les témoignages, etc. et d'écrire l'article. Et du coup j'ai regardé cette vidéo d'1 heure et ça m'a fait un bien fou psychologiquement par rapport à tout ça, tout ce que les 24 heures... Enfin ça faisait... Quand je l'ai regardé ça faisait je pense 48 heures que j'avais appris, et j'étais vraiment dans un bad mood de ouf, et c'est peu dire, et c'était vraiment dur, et...
ça m'a fait vachement de bien. Et du coup j'ai continué à regarder un peu ce que faisait Monté. J'étais abonnée mais c'était pas... Je regardais une vidéo quand elle sortait sur sa chaîne principale mais c'est tout. Et en fait j'ai commencé à regarder vraiment ses lives, ses rediffs, à regarder sur sa chaîne de secondaire. Genre ce matin j'ai regardé une vidéo de 10 minutes qui vient juste de sortir, une update de son petit jardin. Et en fait c'est juste que c'est un mec. C'est comme si j'avais décalé ma relation parasociale avec Monté maintenant. Non mais enfin genre... Je voulais en parler parce que si jamais vous avez vécu une aussi grosse sensation de trahison dans toute cette affaire, franchement retournez-vous vers Monté, ça fait du bien et ça permet vraiment de retrouver une petite béquille avec toujours un contenu et un créateur qu'on peut à peu près suivre au quotidien. Il est beaucoup moins actif parce que c'est pour ses raisons perso, mais je trouve que ça suffit et justement c'est peut-être même plus simple, je ne sais pas. Voilà, c'était pour parler de Monté et que sa petite vidéo de ce matin m'a fait le plus grand bien. Des 10 minutes d'update de son jardin, vraiment c'est un pur kiff. Et puis il fournit un travail de ouf. Du coup ça m'étonnerait que ce soit peu de personnes regarderont ça, diront, mais j'ai vu passer des ouais mais présomption d'innocence etc, c'était inévitable en France, on la crie à tort et à travers en permanence sur absolument toutes les causes de l'agression sexuelle, de viol etc. Alors pourquoi on ne comprend pas que c'est juste impossible d'avoir des preuves de ce genre de choses? Et là il y en a en plus, genre si jamais il y en a, sauf que devrait pas y en avoir besoin. Déjà t'as 8 femmes déjà, bon, mais même s'il y en avait qu'une, ça suffirait. Cette présomption d'innocence, allez voir la vidéo de Vous avez le droit, que je vais mettre en description. C'est un mec, je sais pas s'il est à la retraite, peut-être, en tout cas il est vieux, qui a fait du droit, et c'est son travail, et qui en fait du coup maintenant sur YouTube et qui vulgarise le droit. Et donc il parle de la présomption d'innocence en utilisant le cas Léo. Et donc il explique que la présomption d'innocence est un concept au niveau de la loi. Ça veut dire que si, au niveau de la justice, au niveau pénal. Donc si Léo est mis en cause pénalement, que les femmes ou quelqu'un d'autre porte plainte contre Léo, là il y aura d'office, parce qu'on est en France, la présomption d'innocence, mais c'est un concept que en tant qu'individu qui n'a rien à voir avec la justice, on peut totalement s'en passer. Et donc ce n'est pas illégal de dire qu'on pense que Léo est coupable. On a tout à fait le droit de dire présomption d'innocence mon cul quand c'est individuel. Voilà. Et personnellement, avec mon vécu, avec mes connaissances, en tant qu'individu et tout ce que ça comporte, c'est-à-dire mon vécu, mes connaissances, ma déconstruction, mon féminisme, bref, mes convictions, tout ça, c'est quelque chose qui est clair pour moi. Léo est coupable et je crois les 8 victimes, et même s'il y en a plus, c'est juste pour moi qu'elle est d'office, et genre je préfère 1000 fois me dire que ces 8 femmes disent la vérité et que du coup Léo soit mis en cause et dégagé de la vie publique pour ne pas risquer de réitérer ses crimes et ses agressions, que l'inverse. Genre pourquoi en France, en fait c'est ça que je ne comprends pas, c'est pourquoi on part du principe qu'une personne accusée est accusée à tort, alors qu'il y a un risque assez fort, parce que déjà il y a la base du fait qu'elle soit accusée, donc il y a un risque assez fort qu'elle soit réellement coupable. Donc on lui laisse la possibilité de réitérer les mêmes choses, voire pire, de toute façon de réitérer des choses négatives, que ce soit des crimes, que ce soit des petites agressions, un cambriolage, je ne sais pas quoi, voire même des crimes. Et je trouve ça assez terrible qu'on préfère penser que les victimes mentent, qu'il y a présomption d'innocence pour la personne accusée, où il y a un risque qu'elle soit coupable, et donc qu'elle réitère pendant tout ce temps où on attend de prouver. Pourquoi on prouve pas plutôt qu'au pire on essaie de prouver que les victimes mentent et que du coup il y a présomption de culpabilité? Enfin genre je sais pas, c'est des concepts qui m'échappent complètement, et c'est peut-être parce que je n'y connais rien en droit, mais moi je trouve ça dingue. C'est juste, en plus c'est quelque chose que j'applique de toute façon dans mon quotidien bien avant que je sois au courant de toutes ces choses-là et de tous ces concepts. La présomption de culpabilité, c'est quelque chose que j'applique au quotidien. On me dit un truc et je crois ce qu'on me dit dans mon quotidien, donc c'est-à-dire c'est sûr que c'est des personnes assez proches de moi et des amis, de la famille, etc. certes, mais donc il y a forcément de la tâche qui rentre en jeu, donc forcément tu vas avoir plus tendance à croire la personne qui te parle. Mais du coup c'est quelque chose qu'on applique au quotidien avec les personnes qui sont proches de nous, donc pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi on fait l'inverse? En fait pourquoi on va jusqu'à l'opposé de ce qu'on appliquerait au quotidien avec nos proches au niveau de la loi? Pourquoi on va l'opposer au niveau de la loi? C'est ça que je ne... Enfin, la loi et du coup d'un point de vue pénal. Bref, c'est des petits questionnements qui me mettent un peu hors de moi, parce que je suis en mode quand même quoi, j'aime pas. Donc tout ça c'était pour le point YouTube qui a été quand même assez petit, parce que je regarde pas vraiment beaucoup de choses. Enfin je regarde beaucoup de choses, mais c'est beaucoup plus du lifestyle et du déconnexion de cerveau qu'autre chose en ce moment en tout cas, et donc ça a été un gros moment dans mon mois par rapport à... Si vous avez vécu, peu importe la réaction
questions par rapport à toute cette affaire et que vous voulez m'écrire, n'hésitez pas, je crois que mon Insta est en lien de ma chaîne YouTube. Et sinon, je suppose que si tu regardes, c'est que tu me connais et que tu connais mon Instagram. Donc je t'en prie, vraiment, n'hésite pas. Mes DM sont ouverts, comme on dit. Après, si c'est pour me dire que t'es pas d'accord avec ce que je dis, etc., je m'en passerai bien parce que c'était déjà assez violent de vivre tout ça alors que je ne suis vraiment, mais alors à 1000% non concernée. Donc imagine pour les concernés, et j'ai la flemme d'écouter les gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis sur ce point-là. Donc voilà, maintenant qu'on a fait les films, les séries et YouTube, on va passer à ce qui est plus de l'écoute et entre les deux, donc entre la musique et les films et tout ça, je mettrai les podcasts parce que pour moi c'est ça correspond un peu entre les deux. C'est une sorte d'émission, donc un truc qui pourrait être vidéo mais où ce n'est que audio, donc c'est pas non plus de la musique, mais voilà, c'est entre les deux. Et alors là, les podcasts, j'avais donc plusieurs heures de trajet par jour, j'avais environ 1h30, 2 heures de trajet par jour, voire plus si je faisais autre chose, parce que ça c'était juste pour aller au taf, mais après il fallait que peut-être que j'aille juste faire des courses ou ce genre de trucs. Et donc pendant absolument tous mes trajets, même juste pour aller à l'Intermarché à côté de chez moi, j'écoutais des podcasts dans les oreilles. La plupart sont en cours et ce sont pas des podcasts finis ou quoi. Le premier podcast que j'ai vraiment écouté, c'était là, c'est plutôt ordre chronologique. C'était ce mois de juin. C'est le podcast de Micode, qui est aussi du coup du même nom que sa chaîne YouTube. C'est un mec qui est dans l'informatique, mais c'est hyper large de dire ça. Mais surtout au niveau du coup du code, au niveau de la cybersécurité et de faire de la sensibilisation autour de ces deux sujets. Et puis aussi de la vulgare en fait, aussi tout simplement de la vulgare informatique quoi. Moi j'adore, je trouve ça hyper intéressant, hyper sympa, hyper drôle des fois. Et en plus du coup moi j'ai fait du code pendant 2 ans à très petite dose, là je saurais pas trop faire, mais du coup j'ai des bases un peu au niveau de la logique du code et des fois du coup ça peut me parler, que même sans base tu peux comprendre de quoi il parle. Donc moi avec les peu de bases que j'ai, c'est assez sympa à continuer d'avoir un peu ça dans mon quotidien. Après mon mec va travailler là-dedans, donc j'aurai du quotidien avec du code, mais bref. Et du coup j'ai commencé à écouter son podcast qui s'appelle Underscore. Déjà moi j'adore le nom j'adore le nom, c'est tout con hein, mais j'aime beaucoup le nom du podcast. Et donc je l'écoute, avant je regardais en vidéo et donc j'ai découvert qu'il était aussi sur Spotify en audio. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait il est vachement visuel comme podcast, je pense que c'est mieux de le regarder en vidéo. Il y a des invités, du coup c'est quand même sympa d'avoir une tête sur le nom et sur la voix. Il y a des moments où ils passent en images ce dont ils sont en train de parler et du coup c'est vachement plus parlant, alors que là des fois c'est un peu compliqué, des fois je suis un peu en mode ils parlent d'une image que je ne vois pas, donc c'est un peu compliqué à suivre. Mais j'ai pas vu, je crois pas qu'il y ait de nouvel épisode depuis que j'ai fini, et je crois que c'est une fois toutes les 2 semaines. Je pense que je pourrais essayer de rattraper et de regarder plutôt en vidéo, je verrai bien. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille. Il y a juste un côté qui moi me déplaît, c'est que Micode est vachement le côté entrepreneuriat et création d'entreprise et comment tu gères ton entreprise, que ce soit au niveau de tous tes projets, au niveau monétaire, etc. Enfin un truc qui n'a pas vraiment de rapport avec le code directement, beaucoup plus dans le fait de construire une sorte de, pas un empire du tout, mais je veux dire construire ton entreprise quoi en fait, l'entrepreneuriat tout simplement. Je crois même que c'est dans la description du podcast, je vais regarder ça tout de suite, mais je vais vous lire du coup la description. Déjà il a 5 étoiles. Le talk show animé par Micode pour les passionnés de l'IT. C'est même carrément le premier mot, entrepreneuriat, hacking, dev, IA. Ouais, je sais pas si ça décrit très bien. Il y a de l'entrepreneuriat, du hacking, du développement et de l'intelligence artificielle, mais c'est bien plus que ça et c'est vraiment hyper... Ça peut être bien plus fourni. Il y a juste, voilà, moi ce côté entrepreneuriat qui me saoule parce que c'est pas du tout mon truc. Genre il a sorti dans ses derniers épisodes, je crois que c'est même le dernier, Thibaut InShape. Et alors là, moi c'était un truc, j'ai pas du tout adhéré. C'était sympa d'avoir une autre vision de Thibaut, ça c'est sûr, mais c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, n'est-ce pas? En plus c'était que pour parler partenariat. Je l'ai quand même écouté, donc c'est qu'il y avait quelque chose, ça m'a quand même débranché peut-être un peu le cerveau, je ne sais pas. Mais je suis pas convaincue, je préfère quand il parle de code et de développement et de hacking. Mais des fois il reçoit des invités vraiment très cool. Et la grosse chasse, je sais plus comment on appelle ça dans les mots précis, le jargon du truc, mais il fallait qu'on retrouve où est-ce qu'il était, qu'il habitait, et donc il y avait eu une grosse chasse et plein d'épreuves et d'énigmes et de trucs au niveau du code, et pour retrouver des informations cachées dans des images, des trucs comme ça, des mots de passe à craquer, des trucs, bref. Et à la fin il fallait crocheter une serrure où dedans il y avait le cadeau, et ça c'était hyper cool à suivre en live. Et après moi j'ai regardé aussi la vidéo qu'il a sortie là il y a pas longtemps qui résumait toutes les épreuves avec les solutions, et du coup c'était cool en tant que personne qui n'aurait jamais pu faire rien que la première épreuve d'avoir des explications vulgarisées en plus, du coup c'était cool. Voilà, c'était pour Underscore. Et maintenant les 2 derniers podcasts dont j'aimerais vous parler sont cette fois vraiment
intellectuel, enfin, genre, c'est pas du lifestyle. Et c'était hyper intéressant, ça m'a énormément apporté, j'ai adoré, je suis trop contente d'avoir ça sous le coude si j'ai besoin de les réécouter, que ce soit des contenus qu'on peut réécouter, qu'on peut autant, je sais pas, ça apporte tellement tout en étant gratuit comme ça. Enfin, j'ai quand même un compte Spotify, mais je sais pas, c'était trop cool. Le premier podcast de ces deux-là, c'est Vénus s'épilait-elle la chatte, et c'est par Julie Bozac et plein d'autres gens super cool dont elle parle à chaque fin de podcast, enfin à chaque fin d'épisode où elle explique qui fait quoi. Et c'est hyper important parce que sans ces autres gens-là, le podcast n'existerait pas non plus. Donc elle, c'est une meuf qui a fait de l'histoire de l'art pendant très très longtemps, qui un jour du coup est enfin arrivée dans le monde des musées, des galeries, et en fait qui s'est vraiment sentie hyper mal dans ce monde-là, pas du tout dans son élément, pas du tout dans son univers, avec un mépris de classe, avec des façons de vivre son quotidien physiquement et aussi vocalement qui n'étaient vraiment pas comme elle, enfin leur quotidien du coup, qui n'était pas comme le sien et qui était vraiment trop différent et qui l'a vraiment beaucoup affecté. Et donc elle a fini par partir de ce milieu et ensuite au fur et à mesure du temps, elle s'est enfin décidée à lancer ce podcast là, et c'est pour du coup apporter à l'histoire de l'art un female gaze, un peu un point de vue féministe, féminin, et du coup déconstruire des grandes pensées de l'histoire de l'art, comme par exemple son dernier épisode qui est sur Picasso, qui lui a tellement demandé psychologiquement et après coup, donc sur l'écriture mais aussi après coup de l'épisode, où on lui a envoyé énormément de messages, énormément de témoignages, énormément d'informations, et c'est aussi pour ça que je crois qu'elle n'en a pas ressorti depuis, mais normalement c'est un podcast qui est régulier, et là c'est vraiment exceptionnel, c'est parce que ça a été vraiment hyper difficile toute cette histoire avec Picasso, et tout le reste, elle a écrit 3 épisodes sur Frida Kahlo, et c'était tellement intéressant parce que Frida Kahlo, voilà, les tote bags, les trousses, les t-shirts, on en voit partout mais on sait pas qui elle est, on sait pas ce qu'elle a fait, on sait pas pourquoi son visage est autant connu, et c'est important d'arrêter de ne voir que ce visage-là et ce mono-sourcil et de savoir pourquoi et comment, et en plus l'hypocrisie ambiante parce que t'es bien mignonne, tu t'affiches avec ton petit tote bag avec Frida Kahlo et son mono-sourcil, mais genre tu vas laisser tes sourcils pousser. Alors ça peut être volontaire ou pas, c'est même pas le débat. La phrase que j'aurais peut-être dû dire, c'est genre tu vas pas au moins intérieurement juger si tu vois une meuf avec un mono-sourcil aussi présent et aussi imposant que celui de Frida. Alors du coup j'ai dit une bêtise depuis l'épisode de Picasso qui était le 18 mai 2021, donc vraiment ça fait longtemps. Il y a eu le 23 février, un an après, un épisode bonus qui était hyper cool. C'est elle qui est au Paris Podcast Festival et donc elle fait une intervention. C'était hyper cool à écouter. Et il y en a eu un depuis le 2 avril, donc je pense qu'il va y en avoir d'autres à des moments. Donc il est pas régulier, il est juste... il revient, il est récurrent, mais pas de façon régulière. Du coup je sais pas le mot. Ça s'appelle Les Sacrifiés du romantisme et je l'ai écouté et j'ai adoré d'ailleurs parce qu'en plus c'est un mouvement qui moi me débectait au plus haut point quand j'étais au lycée. Enfin genre en fait on en faisait toute une histoire et c'était genre oh my god le romantisme et tout, et en fait c'est vachement plus sombre que ça, et le podcast est super cool. Bref, ça parle aussi grossesse, ça parle de la représentation des personnes noires aussi dans l'art, c'est vraiment hyper intéressant. Et je vous conseille tout le podcast dans l'ordre parce que les 3 épisodes de Frida se suivent et j'ai trop hâte qu'elle sorte d'autres choses pour écouter tout ce qu'elle a à nous apprendre. Le deuxième podcast dans cette un peu même veine, c'est le podcast de Thomas Messias qui est Mansplaining. Alors c'est un podcast qui a posé pas mal de questions je pense dans la sphère féministe, parce que c'est un mec qui prend encore une fois la parole pour parler de sujets qui en tout cas au niveau physique et sociétal ne le concerne pas directement. Moi je trouve que quand même ce que vivent les meufs et les minorités de genre dans la rue, c'est les mecs qui les perpétuent, les cis mecs, donc quand même ça les concerne. Genre ça les concerne, je veux dire littéralement. Ils sont concernés vu qu'ils sont dans l'équation de ces oppressions. Je trouve que de dire qu'ils sont pas concernés c'est pas vrai. En plus du coup c'est la faute à qui si c'est pas leur faute à eux. Enfin bref. Et donc Thomas, il a la trentaine, il a 3 gosses, il est marié, donc c'est un homme blanc, cis, hétéro, vraiment le package on va dire, et il essaye de se déconstruire au quotidien, et au départ il est journaliste je crois, ou en tout cas il est chroniqueur en écrivant des articles sur le cinéma surtout. Il est ce qu'il dit donc cinéphile et cinéphage, c'est la première fois que j'entendais le mot cinéphage. Et moi le domaine du cinéma c'est un domaine qui me suit depuis que je suis toute petite. Je me considère pas cinéphile aujourd'hui parce que je ne vais pas du tout assez au cinéma je pense pour être légitime de m'appeler cinéphile, mais c'est quelque chose que j'aimerais évidemment, enfin si je pouvais j'irais au cinéma tous les jours, mais c'est pas ce que je choisis de faire et que c'est pas là-dedans que je choisis de mettre mon argent, et pourtant je pense que j'aimerais vraiment beaucoup. Bref, et c'est un monde qui donc me parle beaucoup et avec lequel j'ai vraiment grandi, et donc
ce qu'il faisait dans les chroniques en prenant un film et en essayant de le déconstruire un petit peu et de raconter autrement les dynamiques relationnelles, qu'elles soient hétéro ou non, pourquoi d'ailleurs elles sont presque que hétéro, pourquoi quand elles sont homo en fait elles sont souvent très mal faites, pourquoi d'ailleurs il y a très peu de relations lesbiennes et vachement plus de relations homosexuelles entre deux mecs, cis qui plus est. Bref, ça apporte vraiment un nouveau regard, ça apporte je sais pas si on pourrait dire female gaze parce que c'est quand même lui qui regarde les films, mais il utilise énormément de sources qui sont écrites par des meufs. Du coup, il y a quand même ce côté un peu, en tout cas au niveau de ses sources qui sont female gaze, mais le podcast et du coup quand même la voix qui la raconte, ça reste un mec. Ça, je pense que c'est purement une histoire de concept. Ça amène en tout cas un féministe gaze, on va dire, sur tous ces films et c'est hyper intéressant. Vraiment, j'apprends plein de choses, je déconstruis plein de choses, j'apprends beaucoup plus à analyser un film et je pense que des fois on a juste envie de débrancher son cerveau en regardant un film, je suis bien d'accord, mais avoir un peu les enjeux sociétaux et féministes dans sa tête quand on regarde un film, c'est quand même pas mal parce que c'est ce qui forme la société. Enfin, on le sait, c'est souvent des cis mecs qui font des films, du coup pas forcément que c'est un male gaze. Et le podcast de Thomas Messias, je trouve qu'il permet vraiment d'apporter ce nouveau regard. Et en plus, tous les films dont il parle, je vois à peu près ce que c'est. Il y en a que j'ai vraiment vu plusieurs fois, il y en a que je connais pas forcément mais que je vois de vue, enfin de tête, mais que je n'ai jamais vu. Et en plus du coup ça te fait une liste de films à voir ou à ne surtout pas voir. Et voilà, et c'est trop cool. Puis en plus c'est donc un papa et ça donne un petit espoir sur la façon d'éduquer ses enfants quand tu es un homme cis blanc hétéro dans ces sociétés et quand tu rentres au départ parfaitement dans les cases pour être l'oppresseur parfait. J'adore vraiment ce podcast, je l'écoute depuis une semaine et je l'écoute dans l'ordre depuis le tout premier épisode qui est sorti en 2018. Je suis en train de le dévorer à chaque fois que je sors. Les épisodes durent entre 10, 15, 20 minutes max chacun et ils sortent qu'une fois toutes les 2 semaines, donc je l'aurai largement attrapé jusqu'à ce que les prochains épisodes sortent. Et franchement, du coup, ça fait des très courts épisodes. C'est pour ça que même si je vais juste faire mes courses, je peux en écouter 2 le temps de faire l'aller-retour, quoi. Et c'est hyper agréable. Donc voilà, au niveau des podcasts, en soi, je ne vais pas faire la liste de ceux que j'aimerais écouter plus tard parce que j'en ai pas trop. On va donc maintenant passer à la musique. Alors au tout début du mois de juin, j'ai fait pas mal de concerts en festival et j'ai commencé en enchaînant dès mon premier jour de taf avec le Réel Festival. C'est un festival qui se déroule au parc de la Fessine à Villeurbanne, qui est gratuit et je crois bien organisé principalement par des jeunes. Les 2 artistes que j'ai principalement vus, ce sont Eddie de Pretto et Ascendant Vierge. Eddie de Pretto, c'est un artiste que j'écoutais il y a longtemps, que j'aime bien mais que j'écoute pas du tout de façon récurrente dans mes oreilles ou quoi, c'est vraiment pas quelque chose que j'écoute, c'est vraiment pas un artiste que j'écoute au quotidien, mais j'ai beaucoup aimé le voir en concert, c'était super, en plus il y avait assez peu de monde et je pense que ça nous a permis de vivre le concert tranquillement. Et ensuite c'était Ascendant Vierge et on l'a écouté et vécu, c'était vraiment trop cool en même temps que l'orage mais qui était loin, donc en fait on avait juste derrière la scène vraiment une immensité d'éclairs et c'était assez sympa et j'ai adoré ce qu'elle a produit, c'était vraiment trop cool, puis elle était juste on fire sur scène, genre vraiment c'était assez ouf. C'est aussi un festoche qui vient en aide à quelques assos ou juste des petits groupes de petits jeunes. Je sais qu'il y avait des collèges de Villeurbanne qui étaient là pour récolter un peu des dons pour partir en voyage scolaire ou financer des projets, et du coup ils vendaient des sandwichs qui étaient d'ailleurs très bons et vraiment pas chers et où il n'y avait pas la queue, donc c'est ce qu'on a mangé avec mon mec sur le festival parce que ça valait vraiment le coup pour nous mais clairement aussi pour eux. C'est une organisation au niveau toilette que je n'ai jamais vue, c'était tellement bien organisé parce que du coup il n'y avait pas vraiment de queue. Donc certes, du coup ça respectait pas trop à ce niveau-là, mais c'était des entonnoirs qui faisaient goulot d'étranglement et où quand tu arrivais, que tu débouchais du goulot, tu arrivais sur vraiment une ribambelle de toilettes, t'avais au moins 20 ou 30 toilettes. Et donc peu importe de faire la queue ou pas, en fait, il y a forcément quelqu'un qui sort en même temps que t'arrives et du coup tu peux directement aller dans ces toilettes-là. Et c'était une super organisation, c'était en plus des toilettes sèches, tout fait en carton, etc. C'était vraiment, en plus je pense, d'un point de vue écolo, c'était plutôt cool. Et voilà, j'ai trouvé l'organisation vraiment très bien. En plus on habite vraiment à côté, donc on est rentré à pied, en 20 minutes on était à la maison, mais un peu plus quand même parce qu'il fallait qu'on sorte du festival et tout, mais vraiment c'était hyper rapide pour rentrer à pied. Le festival que j'ai fait ensuite, c'est un festoche que je fais presque tous les ans.
sauf du coup par rapport au Covid, mais sinon je l'ai fait tous les ans, genre j'ai commencé une fois et je l'ai fait tous les ans, et c'est le festival du Tonton qui est organisé par un couple d'amis, et en fait il y a 2 ans je crois, ou l'année dernière, je sais plus, mais c'était les Fatal Picard qui étaient annoncés comme tête d'affiche, donc c'est que quand même ça commence à être un bon petit festival. Cette année en plus c'était la première fois où il y avait 2 scènes, donc c'est un festival gratuit encore une fois, qui a donc une scène, donc cette fois maintenant 2, et un marché artisanal et des buvettes faites par eux. Pour la buvette et la bouffe, c'est eux qui font tout, et donc c'est comme ça qu'ils gagnent leurs sous. Vu que l'entrée est gratuite en soi, si tu as bu et mangé avant, tu peux venir au festival et repartir absolument gratuitement, sauf payer l'essence, mais enfin voilà. Donc c'était les Fatal Picard en tête d'affiche il y a 2 ans, ou il y a 1 an, et donc ils ont tout redécalé à cette année, et donc c'était aussi les Fatal Picard qui sont venus. C'était hyper cool de les revoir, moi c'était donc la 3e fois que je les voyais en concert, et c'était vachement sympa. C'est un groupe qui sur scène se donne à fond et vachement plus rock qu'à l'écoute dans les oreilles, et du coup c'est trop cool. On a passé vraiment une très bonne soirée. Le souci ça a été ensuite les gens qui n'arrivent pas à vivre en communauté et qui faisaient énormément de bruit à côté des tentes, alors qu'il y avait tout l'espace festival pour faire plein de bruit. Ils sont venus le faire à côté des tentes. Du coup moi j'ai pas supporté, on leur a dit plusieurs fois, ils sont partis au bout de longtemps, mais après il y a d'autres gens qui sont venus faire chier, enfin bref, du coup moi je suis allée dormir dans la voiture. C'est sûr qu'après j'ai fait une énorme sieste le lendemain, j'ai dormi genre 3 heures. Enfin c'était, de ce point de vue là c'était vraiment chiant. Le reste du festoche était super cool. Et on a vu d'autres groupes aussi, on a vu les Frères Brassens, quelque chose comme ça, qui est un groupe qui reprend des chansons de Brassens. Et le seul moment où ils ont fait leur chanson à eux, il y en avait une, j'ai pas trouvé ça ouf. Par contre leurs reprises de Brassens sont assez sympas, et puis ça fait toujours super plaisir d'entendre du Brassens qu'on connaît par cœur. Donc voilà. Ensuite je suis allée voir du coup le concert de The Longest Jones à Paris. Et c'était trop bien. C'était trop bien parce que c'est un petit groupe qui est très connu par rapport donc à TikTok, et ils ont explosé il y a 1 an environ sur TikTok avec la chanson de Wellerman, que vous devez sûrement connaître si vous êtes rien que même sur Instagram. Et donc moi je m'attendais à énormément de gens, en plus c'était écrit que c'était à la Maroquinerie, et moi j'avais en tête que la Maroquinerie c'était le Transbo de Lyon quoi, enfin le Transbo de Paris plutôt du coup. Pas du tout, c'est même encore plus petit que le Transbo. Donc voilà, enfin je m'attendais à vraiment beaucoup plus de gens, et en fait il y avait que les fans parce que c'est leur seule date, c'était presque leur seule date en France. Donc bah tu viens à Paris pour les voir que si tu connais toutes les chansons par cœur et que t'as vraiment très envie de les voir, ce qui était mon cas. Et donc mon copain m'a accompagné, en soi il était très content aussi de les voir. C'est trop cool de voir un groupe qui pourtant est un peu connu, mais qui du coup n'est pas non plus exceptionnellement connu, de pouvoir être aussi proche et de les voir un peu dans leur début sur scène comme ça, de jouer de cette façon là. C'est trop cool aussi de chanter en même temps avec eux, et voilà. Et par contre là c'était assez particulier à ce concert par rapport au festoche que j'ai fait avant. Non, remarque, les Fatal Picard c'était pareil, et c'était pareil pour la plupart des concerts dans ma vie en fait au final. C'est que si tu connais pas les paroles des chansons, tu ne peux pas chanter, parce qu'en fait on n'entend pas ce que disent les chanteurs. Genre un refrain que tu pourrais apprendre au milieu d'une chanson pour pouvoir le chanter genre sur les 2 derniers refrains justement, enfin sur les 2 dernières fois où il est chanté dans la chanson, en fait tu ne peux pas, parce qu'on n'entend pas ce qu'ils disent, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Je sais pas comment ils font leur balance, pourtant voilà c'est leur taf. Aux ingénieurs du son, ils font des balances avant les concerts, et pourtant en tant que spectateur, tu n'entends pas les chanteurs. Les instruments ils sont décuplés, surtout la basse, et en fait ça coupe complètement ce que disent les chanteurs, et c'est super chiant. Enfin moi je viens pour écouter les chansons et chanter avec les gens, donc heureusement que je connaissais les chansons quoi. Et même en connaissant, il y a des fois où c'était compliqué. Donc voilà, c'est quelque chose, je sais pas, peut-être que c'est une populaire opinion et que tout le monde kiffe ne pas entendre ce que font et ce que disent les chanteurs, mais je pense pas, et enfin c'était assez relou. Ensuite j'ai fait avec mes amis la fête de la musique, et donc pour la fête de la musique on est resté sur toute l'allée du cours Émile Zola. Moi j'ai fait un petit peu vers Charpennes, Gratte-Ciel, République, avec une pote. En fait j'ai mangé dans un resto pas loin, donc on entendait un peu les fanfares, on voyait un petit peu les activités et tout, mais j'ai fait ensuite vraiment la fête de la musique sur toute cette rue là. Depuis on est remonté de Foch et remonté donc de nous à Charpennes, et on a fait surtout du coup les fanfares qui étaient sur cette rue, c'était surtout des fanfares, et c'était super cool, et c'était ce qui nous permettait d'être quand même tous ensemble, et en même temps d'écouter de la musique, et en même temps de ne pas bouger partout dans Lyon, et c'était vachement sympa. Je suis pas rentrée très tard parce que le lendemain je faisais 10 heures de taf, donc voilà. Ensuite la même semaine j'ai fait le Street Food Festival avec des potes aussi. Les 2 groupes que j'ai en tête qu'on a vu là-bas c'est Tahiti 80 et French 79 sans aucun accent. Et du coup c'est un festival qui est payant cette fois, qui coûte entre 9 et 10 € la place, et à l'intérieur tu payes pour pouvoir manger.
Mais par contre du coup tu ne payes pas pour le concert, enfin en soi le fait que tu payes 9 balles ou 10 balles, enfin moi j'ai payé 9 balles, j'ai payé en avance et pour le jeudi soir donc c'était moins cher, mais ça paye en soi le fait que tu vas voir un concert. Mais du coup ça revient ta soirée à, moi j'ai dû dépenser 30 balles je pense, parce qu'après j'ai payé de quoi boire et ensuite de quoi manger et j'ai pris 2 plats. C'est 5 € le plat la plupart du temps au Street Food Festival et c'est vraiment des toutes petites portions, mais c'est normal, ça coûte 5 balles, enfin bref, je sais pas trop quoi en penser finalement, je sais pas si je le referai l'année prochaine par exemple, avec en tête le fait que du coup j'ai pu voir quand même un concert, danser, chanter, enfin pas chanter mais danser. Ensuite la semaine suivante, ou je crois dans la même semaine en fait, non pardon, dans la même semaine avant le Street Food Festival, le mercredi soir, donc en fait dans cette semaine là j'ai fait le mardi soir la fête de la musique, le jeudi soir le Street Food Festival et le mercredi soir j'ai fait autre chose, j'ai vraiment enchaîné. Je suis allée au concert d'un ami qui faisait du punk hardcore précisément, je crois bien, j'espère que je me trompe pas, c'est dans une petite cave dans Lyon, c'était super cool, c'était vraiment génial, et puis voir mon pote jouer c'était ouf quoi, genre il était à fond, enfin voilà. Ensuite j'ai découvert 2 chansons, c'est du nouvel album de Stupéflip qui je crois sort en septembre, ils en ont sorti 2 en attendant, enfin voilà, ils ont sorti 2 singles en attendant de sortir l'album, c'est donc Dans ton baladeur et Vengeance avec 3 points d'exclamation, elles sont plutôt cool, franchement si vous aimez Stupéflip je vous conseille, j'ai très hâte de la sortie du nouvel album. Ensuite j'ai écouté la chanson Tombeau du nouvel album que Pomme va bientôt sortir aussi. Je suis fan, toujours aussi fan. On a pris nos places avec mon copain pour la voir en concert sur la tournée de cet album là. Le souci c'est que c'est en mars 2023, c'est dans si longtemps. On a juste vérifié au niveau des mois parce que si ça avait été en avril ou en mai ça aurait été plus compliqué parce que c'est pendant nos révisions et nos partiels. En mars ça devrait le faire, je prie. Ensuite j'écoute énormément Back in Love City de The Vaccines, qui est un groupe que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis très longtemps et qui ont sorti cet album il y a assez longtemps en soi, mais je la redécouvre et je l'écoute pas mal. Et il y a 2 chansons que j'écoute, que j'ai découvert pendant le concert, enfin je les connaissais d'avant mais je ne les connaissais pas à chanter, genre c'est pas des chansons que j'écoutais très souvent, de The Longest Jones justement, donc c'est Bones in the Ocean et Time and Song. Donc voilà pour le point musique. Il va rester les livres et je n'ai toujours pas fini mon livre Normal People. Pour le moment, tant que je ne l'ai pas fini, il me reste vraiment pas. Je suis pas hyper convaincue, moi ce serait un 2 ou 3 étoiles sur Goodreads, pas plus. C'est un livre que j'ai commencé en janvier et j'ai eu tellement de merde, enfin bref, j'explique tout dans cette vidéo, que j'ai vraiment arrêté de lire alors que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment lire souvent. J'ai pas adhéré, je sais pas, je pense que je vais regarder la série après. Tiens, j'aurais dû la mettre dans la liste des séries que j'aimerais regarder là dans pas longtemps. Mais c'est, je sais pas, je pense que j'aurais dû la noter pour voir les moments que j'ai aimés, les moments que j'ai un peu moins aimés. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que je fais, surtout que c'est du coup un livre que je lis en anglais. Et en soi maintenant j'ai pris le rythme, mais c'est pas non plus un vocabulaire très compliqué. J'ai acheté un autre livre en anglais sur le même jour où j'ai acheté Normal People à Paris. Et j'ai acheté donc The Starless Sea, je crois, qui a l'air trop cool, qui a un speech hyper chelou, enfin voilà, ça a l'air super bien. Et je pourrais peut-être tenter de la noter, mais vu comment je lis l'anglais, enfin je sais pas si ce sera possible. Mais je pense que ça me permettrait à la fin, quand j'ai lu un bouquin sur 6 mois, alors qu'il vraiment il fait ça, ça me permettrait d'avoir peut-être un avis un peu plus, enfin pouvoir un peu plus voir globalement ce que j'en ai pensé, un peu plus objectivement, de voir objectivement ce que j'en ai pensé subjectivement. Je sais pas comment dire. Genre là j'ai l'impression que je l'ai pas trop kiffé, mais peut-être que si j'avais vu d'un point de vue de l'ensemble, que j'avais quand même annoté pas mal de trucs, j'aurais pu dire en fait il y a quand même quelques phrases qui m'ont touché, etc. Je ne sais pas en fait, vu que je ne l'ai pas annoté. Bref, donc voilà pour Normal People, je verrai quand je l'aurai complètement fini. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo posée vous aura diverti et puis vous aura peut-être donné des idées de séries, podcasts, livres, je sais pas, à lire. C'est sûr qu'il y avait qu'un seul livre et que je donne pas trop envie de le lire, mais bon bref. Je vous fais des bisous partout si consentis et puis à très vite. Je peux pas me lever, il y a mon chat qui dort sur mes genoux.